Face au coronavirus, les banques non plus n'ont pas de vaccin. Souvenez-vous, la grande récession de 2008 avait été causée par la crise financière mondiale. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est l'économie à l'arrêt qui pourrait à son tour entraîner une crise bancaire et financière bien au-delà des turbulences des marchés boursiers des dernières semaines. Mieux vaudrait l'éviter, mais comment? Nous allons voir cela avec notre invité tout à l'heure, mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'une banque? Vos réponses. La banque, c'est une institution où on dépose de l'argent. C'est une institution financière où on dépose, on retire de l'argent. Parce que la maison peut se brûler. Quand vous avez l'argent dans la maison, vous perdez tout, alors que si vous l'avez sécurisé dans une banque, la différence est toute là. Commerce de l'argent. Banque, c'est le commerce de l'argent. Quand on parle de banque, on parle du commerce de l'argent. Une banque, c'est un endroit où on fait les épargnes et on effectue des opérations courantes, les virements, les remises chèques, et qui nous permet à long terme d'avoir un crédit pour financer nos activités et bien d'autres choses. Une banque, selon moi, une banque, c'est quelque part où on peut laisser son argent pour avoir confiance en soi-même. Une banque a sa signification selon le domaine dans lequel vous vous trouvez. Une banque n'est rien d'autre que banque. C'est une accumulation par voie des informations, des éléments qui vous permettent de prendre une décision, qui vous permettent d'agir. Une banque, une réserve, un local de référence. Il faut préciser que c'est dans le domaine. Dans le domaine juridique, par exemple. À la maison, vous avez défini c'est quoi une banque, mais que nous disent les dictionnaires d'économie? C'est le mot qui fait l'écho. La banque remplit une multitude de fonctions, depuis la gestion de moyens de paiement jusqu'à l'octroi de crédits. Le dictionnaire français Larousse définit la banque comme un établissement financier qui, recevant des fonds publics, des emplois pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financières. Le terme banque renvoie à deux conceptions. Soit il s'agit d'un secteur d'activité économique, celui traitant les opérations de banque, qui comprend les fournisseurs et les distributeurs de contrats relatifs à ces opérations. Soit le terme vise l'un des types d'entreprises actifs dans ce secteur, essentiellement des établissements de crédit ou établissements de paiement, s'agissant de fournisseurs de services ou des entreprises d'intermédiation bancaire pour ce qui concerne les distributeurs de ces mêmes services. Notre invité du jour est Christian Nzengue-Peigné. Il est spécialiste des risques bancaires et financiers. Bienvenue sur Gabon 24. Merci et bonsoir à vous, Madame Ocom, et merci pour l'invitation de Gabon 24. Vous avez entendu les différentes définitions qu'on nous a données, mais déjà, puisque vous êtes spécialiste, comment fonctionne une banque de façon générale? De façon générale, une banque, c'est une entreprise, mais qui a la particularité, elle, en fait, de jouer un rôle d'intermédiation entre deux types d'agents économiques. Les agents à besoin de financement, notamment des entreprises ou l'État, et les agents à capacité de financement, donc ça peut être aussi des particuliers comme des entreprises. Et donc, elle met en relation ces deux types d'agents pour pouvoir, n'est-ce pas, financer l'économie, financer les projets des ménages, etc. Donc voilà un peu en gros en quoi consiste l'action d'une banque. Alors dans cette action, on parle beaucoup de risque d'illiquidité. C'est quoi? Les risques de liquidité, à quel moment on parle d'une banque qui peut être illiquide? Liquidité, en fait, c'est simplement lorsqu'une banque pourrait être ne plus à mesure de répondre à ses engagements. Notamment, par exemple, la banque, comme tout à l'heure je disais, dans son rôle d'intermédiation financière, collecte des dépôts auprès des ménages, par exemple, et ces dépôts, ou qu'on peut aussi qualifier de dettes à court terme, elle va les utiliser pour faire des prêts à long terme. Et donc, dans ce rôle, elle doit pouvoir faire face à chaque fois à ses engagements. Mais il peut arriver, pour des raisons endogènes, qui peuvent être de la mauvaise gestion, ou etc., comme ça peut être des facteurs exogènes. Tout à l'heure, vous l'avez dit, par exemple, dans votre propos introductif, c'est que c'est passé avec la crise de 2008, peut se retrouver à un moment donné où elle ne peut plus faire face à ses engagements, quand, par exemple, de nombreux ménages, par exemple, veulent
retirer simultanément leur épargne. Et en ce moment-là, si elle ne peut plus faire face à ces engagements, on dira que cette banque est illiquide. Christian, vous savez que depuis 2019, disons décembre 2019, le monde vit au rythme du coronavirus, la Covid-19. Quel rôle jouent les banques dans ce type de contexte? Bon, les banques, comme je disais tantôt, c'est déjà des entreprises, mais qui ont un rôle particulier du fait de leur intermédiation entre les différents agents. À la différence des crises précédentes, avec la crise liée au coronavirus, les banques sont impactées de manière indirecte. Parce qu'ici, ce n'est pas elles qui sont à l'origine des difficultés aujourd'hui que l'on éprouve. Les difficultés aujourd'hui que peuvent éprouver les banques viennent des répercussions, n'est-ce pas, des mesures qui ont été prises par les autorités des différents pays pour contrecarrer cette pandémie. Notamment, par exemple, la fermeture des frontières, qui a tout de suite eu pour effet immédiat le manque d'approvisionnement de certaines entreprises, l'arrêt brutal de plusieurs entreprises, donc l'arrêt de la production. Et tout cela a fait que, de manière indirecte, certaines entreprises, dans certains cas, ont pu faire faillite, puisque, par exemple, ne pouvant plus avoir leur matière première pour pouvoir produire leur bien final qui lui est vendu, elles ont fait faillite. Et donc, les banques, elles, sont là dans leur rôle de financer l'économie, mais elles se retrouvent exposées à ce risque de défaut de certaines entreprises qui sont leurs clients. Donc, pourquoi? À travers leur action, leur activité de prêt. Donc, si des entreprises, par exemple, qui ont contracté des prêts auprès de ces différentes banques, aujourd'hui se retrouvent en difficulté, si elles doivent faire faillite, vous voyez qu'elles ne pourront plus rembourser leur encours de prêt. Et en ce moment-là, la banque doit pouvoir provisionner pour ne pas subir les effets de cela. Donc, elle se retrouve, en fait, malgré elle aujourd'hui, confrontée à cette difficulté-là. D'accord. On sait qu'il y a des banques publiques et des banques privées. Déjà, est-ce que le fonctionnement est le même? Et puis, quelles sont les banques qui peuvent très bien ou mieux réagir aux conséquences d'une crise telle que la Covid-19? Bon, la différence que je pourrais donner entre les banques dites privées et banques publiques serait simplement en fait, au niveau de la détention du capital social de ces banques. C'est-à-dire, dans le cas d'une banque dite privée, le capital social sera majoritairement détenu par des acteurs privés. Et dans le cas d'une banque dite publique, le capital majoritairement sera détenu par exemple par l'État. Mais en gros, au niveau du fonctionnement reste plus ou moins le même, à la seule différence que dans les banques publiques où l'État, lui, va être majoritaire, peut avoir une influence sur les choix stratégiques de la banque. Pourquoi? Parce que ça peut être un instrument aux mains de l'État pour pouvoir financer, par exemple, certains de ces projets, soit d'infrastructures, soit certains projets sociaux, mais qui, malheureusement, des fois, pour la banque, peuvent ne pas être forcément des projets très rentables. Bon, maintenant, par rapport à savoir lesquels peuvent mieux résister ou non, moi, je pense que tout est une question simplement de gestion et des produits qui seront détenus par chacune de ces banques. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du Gabon, les banques puissent réellement être des instruments d'amélioration de la situation économique post-Covid-19? Lorsqu'on sort d'une crise telle que la Covid-19, est-ce que nos banques à nous peuvent réellement venir en aide au pouvoir public? Est-ce qu'elles ont les capacités adéquates? Bon, cette question, elle est profonde et je ne sais pas si on aura le temps de totalement épuiser tous les contours de cette question. Dites-nous l'essentiel. En fait, bon, ce qu'on peut dire, nous sommes dans une situation particulière en fait, dans notre zone. Parce que pour parler des banques gabonaises, je pense qu'il faut parler des banques de manière globale au niveau de la CEMAC. Nos banques, au niveau de la CEMAC, elles se caractérisent par une situation de surliquidité. C'est-à-dire? Elles ont beaucoup d'argent, si vous voulez dire. Elles ont beaucoup d'argent et elles prêtent moins. Et le Gabon n'en fait pas exception. Elles prêtent moins. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup peur du risque. Elles sont, comme on dit dans notre jargon, elles sont riscophobes. Elles ont trop peur de risques, de défauts. Et aussi, l'autre problème, c'est les taux d'emprunt sont très élevés. Dans le cas du Gabon, sans risque de me tromper, je crois que les taux pour les crédits sont autour de 15%. Donc, ce qui n'est pas toujours favorable pour une entreprise pour pouvoir emprunter. Et donc, aujourd'hui, avec la situation du Covid,
à mon sens, ça se complique encore pour ces entreprises. Pourquoi? Déjà, en temps normal, nos banques prêtent très peu. Parce que le crédit est coûteux, comme tantôt je l'ai dit. Mais les banques aussi, de leur côté, disent, parce qu'on a essayé de regarder ça, vous disent que le problème aussi pour lequel elles prêtent très peu, c'est que déjà, elles ne reçoivent pas souvent des très bons projets venant de ces entreprises. C'est que beaucoup d'entreprises ne sont pas très bien organisées. Et donc, ça concourt déjà au fait qu'elles ne prêtent pas beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on a eu une situation où, avec la situation de Covid, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées en difficulté. Vous le savez, on a fermé des frontières. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, malgré le déconfinement progressif, nous avons plusieurs entreprises qui ont rendu le bilan, beaucoup qui ont encore du mal à s'approvisionner à ce jour. Et donc, certaines ont beaucoup de difficultés de trésorerie. Et là, c'est là où les banques pourraient jouer un rôle, c'est-à-dire comment elles pouvaient aider au moins certaines de ces entreprises-là sur les questions de trésorerie, sur certains fonds de roulement pour les aider à relancer la machine. Bon, maintenant, tout dépend des conditions qu'elles vont mettre autour. Donc, c'est toute la difficulté, en fait, de notre zone. Il y a beaucoup d'agences aides, on prête très peu. Et d'ailleurs, la Banque centrale a pourtant essayé de jouer un rôle dans ce sens-là, ce qui n'est pas traditionnel pour notre Banque centrale, parce qu'en général, dans ses missions, c'est plus lutter contre le taux d'inflation. Mais aujourd'hui, avec la crise 9, on l'a vu lors de son comité de politique monétaire, si ma mémoire est bonne, je crois, du 27 mars 2020, elle a décidé d'injecter de la liquidité à travers les banques pour que les banques puissent assouplir leur politique de crédit et donc relancer la machine économique. Et malheureusement, ça ne se fait pas ressentir. Voilà. Et là, par exemple, de nombreux experts se sont d'ailleurs exprimés sur la question en disant il faudrait peut-être qu'on revoie cette intervention-là, cette injection de liquidité. Elle a été essentiellement orientée vers les banques dites classiques, c'est-à-dire nos banques classiques que l'on connaît. Alors qu'il y a il y a aujourd'hui des nouveaux modèles de banque. Il y a la microfinance. Exact, la microfinance, les établissements de microfinance, des mésofinances. Et d'ailleurs. Et qui s'intéressent même le plus au secteur informel, aux petites entreprises. Exact. Et là, vous touchez justement, en fait, une des critiques qui a été faite à cette mesure de la Banque centrale, qui était très bonne, certes, mais qu'on aurait dû étendre également au niveau des établissements de microfinance. Pourquoi? Parce que c'est justement les établissements de microfinance qui, elles, sont plus au contact des toutes petites et moyennes entreprises, qui, elles, représentent le gros, si on peut dire, de notre tissu, de notre secteur privé. Et donc, peut-être le rôle que pourraient jouer les banques avec l'action de la Banque centrale, c'est peut-être de revoir comment utiliser ce véhicule-là d'établissement de microfinance et de mésofinance. Et je pense d'ailleurs, je l'ai vu dans l'actualité il y a quelques semaines en arrière, on a vu qu'il y a un établissement de mésofinance de la place, je crois c'est Cofina, qui je crois, a eu un prêt de la BDEAC justement pour soutenir l'action des PME. Donc voilà en fait comment nos banques pourraient venir contribuer à relancer la machine à travers un assouplissement de conditions de prêt. Surtout revoir le taux de prêt. Mais là encore aussi, les banques vont vous expliquer pourquoi ce taux est élevé. Parce que derrière, alors, dans un tel contexte, quelles peuvent être les conséquences sur le secteur bancaire à long ou à court et à long terme? Bon, pour la particularité, comme je disais, que ce soit du Gabon, de la zone CEMAC, les conséquences au niveau des banques ne seront pas très importantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, comme je disais tantôt, elles prêtent très peu. Très peu. Donc elles sont en sécurité. Donc elles sont en sécurité. Et par ailleurs, quasiment toutes ces banques aujourd'hui, tout à l'heure vous parlez de liquidité, pour se prévenir contre le risque de liquidité d'une banque, il y a des normes prudentielles qui sont édictées par des autorités réglementaires. On parle souvent du comité de Bâle à travers la Banque des règlements internationaux. Et ces mesures sont appliquées au niveau de la CEMAC par la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui justement veille à ce que les banques respectent ce qu'on appelle le ratio de liquidité, en fait, qui dit aujourd'hui que les banques doivent détenir, pour se prémunir contre tout risque de liquidité, doivent détenir entre 10 et 12% en fait de montant de leurs fonds propres.
par rapport au crédit qu'elles engagent. Du coup, aujourd'hui, quasiment toutes ces banques respectent ces niveaux d'engagement. Donc, elles prêtent très peu, elles respectent les niveaux des normes de solvabilité. Les risques qu'elles fassent défaut sont moindres. Alors, la contamination des bilans bancaires pourrait emprunter plusieurs canaux, des défauts de paiement et de remboursement de crédit arrivant à échéance vont faire augmenter la part des créances douteuses à l'actif des banques. De façon pratique, comment est-ce que cela impacte le client? De façon pratique, tout à l'heure, je vous disais, vous prenez une entreprise qui a réussi à contracter un prêt au niveau d'une banque. Cette entreprise, peu importe le secteur dans lequel elle évolue aujourd'hui, par exemple, supposons dans le commerce, aujourd'hui, à cause des fermetures de frontières, ne peut plus s'approvisionner. Donc, ne peut plus produire son produit fini. Par conséquent, va faire faillite. Si elle fait faillite, cette entreprise, elle ne peut plus rembourser à la banque. Donc, et là, vous touchez ce que vous avez parlé tout à l'heure, le risque de défaut. Donc, à partir de cet instant, si elle ne peut plus rembourser la banque, il faut que la banque provisionne pour pouvoir couvrir ce risque de défaut. D'accord. Et du coup, ça va l'amener donc à revoir certaines dispositions au niveau de sa gestion qui vont donc impacter son action future. Pourquoi? Parce que si là je prends le cas d'une entreprise, mais imaginez que sur son portefeuille, par exemple de 10 entreprises, supposons auprès de qui elle détient des créances, prenez le cas où extrême, on va dire 8 font défaut. Vous voyez qu'il faut qu'elle doit faire face à des pertes de 8 entreprises. Par conséquent, elle ne pourra plus être à même de continuer à honorer de nouveaux engagements, elle ne pourra plus continuer à faire des nouveaux prêts. Donc voilà un peu une des conséquences possibles, n'est-ce pas, de ce risque de défaut de certains de ses clients. Certains analystes affirment que la crise de la Covid-19 va sans doute entraîner une augmentation des pertes sur prêts de banque. Qu'en pensez-vous? Comme je disais, ça dépend c'est suivant les zones. Bon, si c'est nous au niveau de la zone, on sait déjà que nous, on est à l'abri parce qu'on... Plus ou moins, comme je disais, on prête très peu. Mais c'est vrai qu'au niveau mondial, par contre, où le système bancaire a aujourd'hui un niveau de développement et une implication plus importante dans le financement de l'économie réelle, là-bas, effectivement, ces répercussions vont être très importantes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les banques centrales ont pris des mesures exceptionnelles que vous prenez aux États-Unis avec la Banque fédérale de réserve, que vous prenez la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne pour la zone euro. Aujourd'hui, toutes les banques centrales, justement, ont pris des mesures exceptionnelles pour venir refinancer les banques pour faire face justement à tous ces risques de défaut parce qu'on a encore le traumatisme en tête de la crise financière de 2008-2009 avec ses répercussions sur l'économie réelle. Si vous nous rejoignez à peine, je vous rappelle que nous sommes avec M. Christian Nzengue-Peñé. Il est expert, disons spécialiste des risques bancaires et financiers. Avec lui, nous abordons la question du danger aujourd'hui que peuvent ressentir ou percevoir les banques. Nous savons qu'il y aura des conséquences sur les entreprises. Est-ce qu'au final, on n'aura pas l'impression qu'on va privilégier les grandes entreprises et laisser de côté les toutes petites entreprises, alors qu'en réalité, c'est une réalité qu'a pu mettre au grand jour la Covid-19, ce sont ces petits activistes-là, ou disons ces petits secteurs-là qui mettent en avant l'économie africaine, au Gabon en particulier. Exactement, c'est un des enseignements de cette crise de la Covid. Et tantôt, d'ailleurs, je parlais de ça lorsque je disais que les mesures qu'a pris, par exemple, la Banque centrale, la Banque d'État de l'Afrique centrale, s'est intéressée plus aux banques classiques et a délaissé les établissements de microfinance qui, elles, justement, sont plus en contact avec la majorité de ces petites TPE ou de ce secteur informel dont vous parlez. Et d'ailleurs, on le sait, il y a des études qui l'ont montré. Il y a une récente, je crois, qui a été faite au Cameroun, je crois que c'est en 2018, qui montre qu'aujourd'hui, dans la zone CEMAC, le PIB est détenu, la contribution du secteur informel dans le PIB aujourd'hui est à près de 55%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un secteur non négligeable. Et donc, justement, un des enseignements de cette Covid, c'est de peut-être pas
du jour au lendemain amener ce secteur informel à se formaliser, parce que là encore, c'est un autre problème. Mais peut-être voir comment, justement, aujourd'hui, essayer d'organiser, de structurer ce secteur informel pour pouvoir justement mieux l'atteindre à travers les établissements de microfinance. Et c'est d'ailleurs, tout à l'heure, je disais, une des critiques qui a été faite à la mesure, de voir plutôt comment est-ce que cette aide financière, ce refinancement qu'a eu les grandes banques, que ce refinancement aussi s'adresse également aux établissements de microfinance. Parce que si ça ne passe pas par les microfinances, elles, avec la situation actuelle, comme vous dites, puisque ce sont ces petites structures-là qui sont leurs principaux clients, beaucoup ont eu des difficultés, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, et c'est des pertes énormes pour ces établissements de microfinance-là. Donc, c'est un des enseignements aujourd'hui, c'est de voir comment aujourd'hui aider petit à petit à structurer ce secteur informel. Les banques seront méfiantes à l'avenir, mais les clients aussi, comment on fera pour attirer encore les clients, même quand après on a fait banqueroute? Bon, heureusement que même quand il y a des banqueroutes, ce n'est pas toutes les banques qui font faillite en même temps. Mais je pense que là aussi, en fait, puisque nous devons aussi faire un peu de l'éducation aussi financière, il faut que de plus en plus les gens comprennent que c'est utile de posséder un compte bancaire. D'accord. Peu importe le type d'établissement, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à thésauriser de l'argent, c'est-à-dire le garder par devers, soit à la maison, que l'on soit un particulier, que l'on soit une toute petite entreprise. Aujourd'hui, nous devons petit à petit avoir cette culture-là de créer un compte bancaire. Mais là aussi, les banques traditionnelles ont souvent des conditions d'ouverture de compte qui sont très exigeantes et élitistes au point qu'elles, d'emblée, elles écartent une partie de la population qui ont des faibles revenus. Et ces gens à faible revenu souvent se retournent vers ces établissements de microfinance ou parfois pas. Et dans tout à l'heure, quand on parle du secteur informel, on sait aujourd'hui, il y a beaucoup dans le secteur informel qui, malgré les établissements de microfinance dont nous parlons, mais détiennent toujours tout le produit de leur vente par devers eux. On a vu les années passées, lorsqu'il y a eu un incendie accidentel dans notre grand marché de la place de marché de Montbouette, des commerçants qui ont avoué avoir perdu des dizaines de millions dans leurs échoppes. Et donc, ça aussi, en fait, mais ça doit être une vision plus globale, non seulement peut-être de nos autorités gabonaises, mais c'est même au niveau sous-régional, parce que notre sous-région, et partant même plus loin, toute la région de l'Afrique subsaharienne, en comparaison au monde entier, lorsqu'on parle d'inclusion financière, donc justement, cette relation-là que de nombreux agents puissent avoir des comptes bancaires, nous sommes très loin. Nous sommes, je crois, autour de 13%, vous voyez, c'est-à-dire moins de 2 personnes sur 10, on va dire, en Afrique subsaharienne, détiennent un compte bancaire. Donc, il faut qu'on corrige ça. Alors, comment finalement, vous, en tant qu'expert, comment finalement préserver la sûreté du système bancaire en cette période de crise? Bon, c'est là, comme je dis, en période de crise, déjà, il y a des instruments qui ont déjà été mis en place. Déjà, un qu'il faut respecter. Aujourd'hui, il y a des ratios de solvabilité qui sont imposés aux banques. La COBAC veille, donc il faut déjà qu'on les respecte. Il faut qu'au niveau des mesures d'accompagnement qui sont prises par les autorités, surtout aussi, là, viennent renforcer leur action. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de cette difficulté qu'ont les banques à prêter, même en situation de crise. L'État, par exemple, pourrait venir en se poser, par exemple, en collatéral, c'est-à-dire un garant pour justement encourager les établissements classiques à pouvoir financer. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on garantit cette sûreté-là, c'est simplement que l'on continue à veiller au respect des mesures de solvabilité qui sont déjà édictées par la COBAC. C'est la dernière question et c'est la question de l'internaute. C'est M. Traoré qui nous écrit depuis le Sénégal. La pandémie de la Covid-19 devrait encore accroître la pression sur les établissements spécialisés et les contraindre à accélérer leur transformation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, je pense qu'en fait, c'est simplement aujourd'hui justement cette question d'inclusion financière, je pense à mon sens, elles doivent aujourd'hui continuer en fait à se réinventer. Les limites ont été vues. Elles restent cantonnées à une clientèle traditionnelle, délaissant les populations qui ont des faibles revenus. Aujourd'hui, avec la venue du numérique,
on a vu que l'inclusion financière est en train de plus en plus à se développer et donc il faut que ces établissements-là continuent à se réinventer et l'occasion est donnée avec la Covid justement de changer de modèle. Cette crise sanitaire aura à coup sûr des effets sur notre économie. Il va devenir urgent pour les banques de repenser leur modèle économique, leur raison d'être. Et si après la crise de la Covid-19, la banque digitale devenait essentielle? Merci à vous, Christian Dengue-Peigné. Je rappelle que vous êtes spécialiste des risques bancaires et financiers. Merci d'avoir répondu à notre appel. Je vous remercie. Merci à vous d'être resté sur Gabon 24. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de porter votre masque lorsque vous sortez de chez vous. Et n'oubliez surtout pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Thank you.